high fidelity. It's great. Sex. That sensitive. Fantastic. Perfect life. Donc, j'espère que vous avez passé un bon été. On est ravis de se retrouver pour une nouvelle saison des Amis de la Vie, avec un programme qu'on évoquera à la fin. Et donc, sans plus de préambule, je me félicite d'accueillir Madame Brigitte Allain, qui a été notre brillante députée Écologie Les Verts, Europe Écologie Les Verts, de la précédente mandature. Malheureusement, les événements n'ont pas conduit à pouvoir être réélus à cette nouvelle assemblée. Une vague qui est arrivée, qui l'a embarquée comme beaucoup. Et donc, en tout cas, elle n'a pas démérité. Et on est ravis de pouvoir l'accueillir et l'entendre aujourd'hui sur l'écologie, parce que c'est les valeurs qu'elle portait. Voilà. Merci. Donc, c'est Patrice, et qu'elle porte toujours, bien sûr. Et pas seulement comme députée, parce qu'elle avait déjà une expérience, elle nous le redira, qui était effectivement forte dans ce domaine. Voilà. Donc, merci à Canal Pourpre d'être aussi là pour rapporter à l'ensemble du Bergeracois et au-delà la parole de l'écologie. Je rappelle qu'on accroche ça un peu à la visite qu'on a pu faire au mois de juin à la ferme des Salles, qui avait été si intéressante et pour lequel je reçois encore aujourd'hui des coups de téléphone, parce que c'est mon nom qui était en bas et mon numéro de téléphone qui était en bas d'annonce, et on me demande encore si effectivement je veux bien accueillir des groupes qui viennent d'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne, de partout, pour voir effectivement cette réalisation de la ferme des Salles. Voilà, donc sachez que nous avons donc à proximité, vraiment très près d'ici, à Lamonzie-Montastruc, quelque chose qui est vraiment sur le plan de l'agriculture biologique, mais aussi sur le plan social, avec Terre de Liens, quelque chose qui est tout à fait passionnant. Voilà, et donc on pourra y revenir si vous voulez. Je laisse justement, tarder. Je prends la balle au bon, puisque quand on a réfléchi à ce début d'année, effectivement, la remarque qu'on s'est faite, c'est que à la fin de la ferme des Salles, on avait, ça s'y prêtait pas, déjà la visite avait été déjà très très riche, mais on n'avait pas eu le temps de reparler de ce qu'on avait vu, de se le réapproprier. Alors ce qui, moi par exemple, m'avait beaucoup intéressé, c'était effectivement le mode économique, le rapport aussi à des élevages réfléchis, à des relations à taille humaine vis-à-vis de l'exploitation, le nombre d'animaux, la tâche, mais aussi le rapport à la terre qui était et un rapport différent du rapport de propriété, justement, via peut-être aussi Terre de Liens, mais un rapport à ce qu'on a étendu, justement pour aujourd'hui au départ, à le rapport aux ressources en général. Qu'est-ce qu'on fait de nos ressources? Jusqu'où on a le droit, jusqu'à quel point on en est propriétaire? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'une manière générale? Et donc, c'est là-dessus qu'on a commencé quand j'ai rencontré Brigitte Allain. Et puis, rapidement, quand même, est venue la question de l'alimentation aussi, et de son travail qui m'a paru aussi extrêmement intéressant. Comment, finalement, on fait des choix, comment on est tenu de faire des choix quand on a un mandat national. On ne peut pas tout traiter, hein, ce que vous m'aviez dit, on peut pas... C'est tellement complexe qu'on ne peut pas rentrer dans tous les domaines, et en particulier parce que j'avais évoqué les énergies, etc. On pourra en parler, mais comment... Et donc, je pense que c'était aussi intéressant de voir comment vous aviez conçu votre mandat avec une articulation très forte que nous... Alors, à titre personnel, puisqu'on vous avait accueilli à Montferrand, on avait bien senti sur l'articulation entre le terrain, le local, la rencontre avec les gens, et puis le national. Voilà, donc c'est un peu, je crois, ce qui va être notre fil conducteur aussi, ce rapport à la fois à l'écologie au sens large, mais aussi par le biais de ce qui a été votre fil conducteur. Merci, merci à vous de m'avoir proposé de m'accueillir
lors de cette rencontre. Merci à vous tous d'être venus pour un échange donc sur cette question de l'écologie, du lien à la terre, de l'alimentation, et d'avoir reconnu dans mon travail cette articulation que j'ai toujours conduit par rapport au terrain et par rapport à ce que je portais à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume peut-être pour vous, je vais peut-être vous demander peut-être de vous exprimer un petit peu avant. Vous le savez, pendant mon mandat, j'avais des réunions mensuelles qui s'appelaient les lundis de la députée. Et j'ai toujours voulu que ces réunions soient des réunions, des moments d'échange. Et que ce ne soit pas un monologue, et un monologue quelquefois qui peut être suivi effectivement de questions-réponses, mais qui reste un petit peu figé. Et donc là, il me semble que pour aborder cette question donc, de l'écologie et du lien écologie-alimentation, et avant de vous dire pourquoi moi j'ai tout axé au niveau de mon mandat autour de ces questions-là, et pas figé, hein, je dis bien axé autour de ces questions-là, mais peut-être comment, pour vous, ce lien écologie, donc, et comment on construit une politique écologique par rapport à ce lien à la terre, comment vous le voyez en quelques mots, de façon ou aussi comment vous vous questionnez sur l'influence d'un député ou comment un député peut s'impliquer sur ces sujets-là de cette façon-là. Ça serait intéressant que vous puissiez me dire, vous en quelque part, comment vous voyez ce lien. Est-ce que pour vous cette question de l'alimentation est une question centrale ou pas, de façon à ce que peut-être on introduise un petit peu, et puis après effectivement je répondrai à votre demande, donc pour voir comment j'ai construit ce travail au long de mon mandat, et puis on reviendra à un échange après. Ça m'intéresserait de vous entendre un petit peu avant. Voilà, alors sachant qu'il va falloir que quelqu'un se jette à l'eau, commence, parce que c'est toujours la difficulté, et puis que très clairement, hein, je n'ai pas préparé ça. Je sais que ça se fait. Quand on prépare la première question, non, elle n'a pas été préparée. Donc il va falloir qu'il y ait quelqu'un. N'attendez pas que quelqu'un qui aurait été missionné pour le faire le fasse, parce que voilà, ça n'a pas été fait. Je viens dire quelque chose, mais c'est pas dans l'esprit de la question que vous venez poser. Mais elle me taraude, cette question. C'est le fait que les problèmes écologiques sont effectivement de l'ordre de la politique, des députés, etc., à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que je fais, moi ? Ramener à mon comportement et en dehors de mon tri sélectif de poubelle, qu'est-ce que je fais ? D'accord. Et même mes courses, je n'ai pas le réflexe, je suis trop vieux je n'ai pas été formaté pour aller dans les rayons bio et puis découvrir des trucs, la Biocoop, des trucs qui sont avec des noms incroyables. Voilà. Voilà. Et ce décalage-là, c'est le décalage. Ça ne mettra pas pour bien faire. Hein. Ça ouvre bien, voilà. Non, mais ça m'interpelle, ce décalage. Madame, vous disiez ? Donc moi, ça m'a pris tard aussi. Ça va. Ils sont très sympas dans les Biocoop et compagnie. Et c'est plus facile d'accès que dans les grands magasins, que dans les grandes surfaces. Et plus facile d'accès, pourquoi ? Parce qu'ils sont sympas, parce qu'on peut leur parler, parce qu'on peut poser des questions sur les noms bizarres qu'on trouve sur les rayons et tout ça. Quoi. Marie-Françoise, d'abord. Je pense Oui. que nous, on y est un petit peu arrivés par l'intermédiaire de la vente en direct. On a des amis qui sont éleveurs de bétail du côté de Périgueux et qui font de la vente en direct. Et je me suis rendu compte tout simplement que moi qui avais des a priori sur la viande congelée, cette viande congelée-là, enfin, même si, puisque je reçois des paquets, même si je la mettais au congélateur, je veux dire après... nous, on appréciait, les petits-enfants nous disaient « Oh là là, elles sont drôlement bonnes tes saucisses ». Donc voilà.
Et du coup, je me suis plus interrogée sur le locavore, enfin, sur la nourriture qui vient des environs et dont on sait d'où elle vient, plus que bio ou pas bio. Voilà. Et pourtant, cette question du bio ou pas bio, ça renvoie quand même. Enfin, l'introduction, c'était notre rapport à la terre. Ouais. Cette question de bio ou pas bio, en quelque part, par rapport à notre rapport à la terre. Oui, alors, voilà, enfin, on est adhérent, et je vais le citer, question de culture prix Bonrieux, donc on a des paniers bio toutes les semaines, quand on peut, ben voilà, moi j'ai découvert la lessive bio, voilà, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'en fais pas un aspect systématique, et que la vraie découverte pour moi, ça a été plus de me dire, j'ai envie de manger des choses dont je sais d'où elles viennent. Traçabilité. Robert vient de parler de son tri de poubelle. Moi, je suis effarée devant le manque de conscience des personnes qui jettent leurs poubelles en triant mal. On fourre tout dans la même poubelle. Je connais un tas de personnes qui mettent leurs bouteilles, qui mettent n'importe quoi dans le plastique mélangé avec les déchets ménagers. Enfin, et il y a un manque de... Alors, je ne sais pas si ça vient de l'éducation première, si ça vient de l'école. Je voudrais savoir d'où ça peut venir, ce manque de responsabilisation des gens face au tri des poubelles. Pour moi, c'est essentiel, ça, la poubelle. Et pourquoi vous trouvez que c'est essentiel? Parce que c'est remettre les choses à leur place. Tout ce qui est déchets ménagers, bon, tout ce qui est déchets végétaux, ça repart à la terre. Tout ce qui est papier, ça repart dans le papier. Tout ce qui est, pour moi, c'est que chaque chose puisse resservir plusieurs fois. J'ai horreur de jeter, donc je ne jette pas. Je m'arrange pour que ça se transforme. Oui, madame, monsieur, madame. Oui, moi je voulais avoir votre point de vue de femme politique. Toute cette énergie qui est déployée à effectivement faire du tri, tout ce qu'on peut faire chacun chez soi, qu'est-ce que ça vaut, quel poids ça a face à des gens comme Monsanto? Bon ben, une dernière ou deux ou trois, voilà. Et ben, non, mais bon, c'est pas grave. Et puis après, voilà. Pour revenir aux poubelles, moi je suis effaré par le nombre de kilos de pain qui finissent dans la poubelle. Alors après on fait de la culture intensive pour alimenter les poubelles. Je vois pas l'intérêt. Alors, il y a qui c'est qui avait en premier? Peut-être Madame, après Jean-Pierre et Madame. Alors, allez-y. Oui, je sais. Tout à l'heure, la question initiale, c'était son rapport personnel à la Terre. Alors, moi, je dois dire que je dois avoir quelques chromosomes que j'ai récupérés, puisque j'ai des ancêtres, des générations et des générations d'agriculteurs. Et donc, moi, j'estime que mon rapport à la Terre, c'est quelque chose de viscéral, d'abord. Et puis ensuite, essayer de mettre sa vie, si on peut, en cohérence avec cette notion-là. C'est-à-dire qu'effectivement, la Biocoop, je connais bien, et puis au niveau aussi, bon, les poubelles également, et tout ce qui est, alors, dont on a parlé dans l'introduction, dont Robert a parlé, tout ce qui est son rapport aux organismes qui, précisément, font que l'agriculture peut être entre des mains responsables, déjà, à savoir avec Terre de Liens. Ça, Terre de Liens, j'en fais la publicité, moi, depuis 5 ou 6 ans, depuis que je connais, et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc tout ça, je pense que c'est comment nous, pour répondre à la question de Robert aussi, comment nous, à notre échelle, on peut faire... bon, alors effectivement, on parlait de l'économie locale, des productions locales. Bon, moi j'ai des voisins qui sont en bio, et bon, il y avait des terres qui ne faisaient plus rien, bon, ben, je leur ai laissé. Bon, enfin, des choses qui... À son échelle, je crois qu'on peut tous faire quelque chose, plus ou moins important, et puis surtout en parler autour de soi. Alors Jean-Pierre.
Oui, je crois qu'on a bien entendu l'écologie citoyenne, le tri sélectif, etc. Mais je voudrais rebondir sur la présentation du monsieur qui est sur ta gauche, Brigitte, qui parlait de la gestion des ressources. Et ça me semble important, parce que quelle est la première ressource de notre planète, de notre Terre, si ce n'est que l'homme? Et quelle est cette gestion de l'homme dans notre système économique mondial, dans notre système social, dans notre système sociétal? Comment prend-on en compte l'homme? Et l'homme j'ai envie de dire, dans ce que nous, les écolos politiques, on appelle le triangle, quoi. Hein. Comment on le prend en compte dans sa relation à la Terre, peut-être, hein, mais dans le logement, dans la santé et dans la nourriture. Parce que c'est ce triptyque-là qui fait l'homme et qui fait sa relation à la Terre. Et cette ressource humaine, comment est-elle prise en compte dans, je dirais, ce tout qui va à l'argent? L'essentiel, il est là. Et on passe à ce moment-là, effectivement, de l'écologie citoyenne, du tri sélectif, de la bio que le copain fait à côté, etc. Mais pour revenir à l'agriculture, tout simplement, quel est notre rapport à cette agriculture productiviste et à cette agriculture que je voudrais nommer l'agriculture qui nourrit sa population localement? Et on est bien dans cette réflexion politique-là, comment prendre en compte l'homme là où il est. Alors, il y avait une autre personne, et puis après, je vais essayer de répondre, et puis après de en fait, je me rappelais l'époque où j'avais mes enfants, donc 4 enfants, travaillant, etc. Et je me revois courir à Leclerc avec mon caddie, faire vite pour remplir, pour arriver à la maison, devoir, enfin, des choses comme ça. Et c'est vrai que maintenant, je peux beaucoup plus m'occuper. Pas que j'étais pas consciente à l'époque, mais il fallait aller vite et bien au bon endroit. Bon, voilà, c'était... et je trouve que ça, c'est quand même une vraie question pour les familles, d'avoir peut-être des bons endroits. Alors, c'est vrai que les supermarchés font de plus en plus de rayons bio. Alors, que vaut-il? On peut se poser la question. Est-ce qu'on fait confiance à Lidl aussi? Il y a des carottes bio. Enfin, voilà. Quelles sont-elles? Et la question des familles, voilà, puisque je me rappelais de déjà arriver à faire les courses, déjà que tout le monde soit content, et déjà, voilà, des soirées comme ça, et des jours où la question du rapport, du temps, des sous, de l'argent. J'avais peu d'argent, donc il fallait faire des bons repas avec peu. Voilà, mais maintenant je sais d'autres choses, mais à l'époque c'était... Je pense à mes enfants et Bon, encore une petite dernière. Oui. Puis après, de toute façon, vous reprendrez la parole. Hein. Je suis en enseignement agricole. Comment on fait pour que les programmes intègrent de nouvelles pratiques plus respectueuses? Politique. Très bonne question. Excellent. Oui. Excellent. Tout simplement pour qu'on en parle. Bon, ben voilà. Alors. J'ai une dernière question. Oui. On peut en avoir plein. Bonjour. Combien de paysans Combien de paysans pratiquant demain l'agriculture? Donc il ne faut pas oublier ça, le bien-être paysan, etc., etc. Et avec quel revenu, hein, parce que c'est pas... Pas trop de suicides. Oui, mais on peut aussi répondre à ça. Puis après, combien de suicides on peut y mettre juste en face, et combien de cancers de l'autre côté. Hein? Bon. Donc, alors... Ben voilà, j'ai voulu qu'on commence comme ça pour vous dire en fait tout ce que vous venez d'exprimer, les questions, les affirmations, les questionnements, c'est celles que j'avais en tête. Alors j'aurais pu vous faire comme ça une liste des bonnes raisons qui m'ont amené à travailler sur ces questions de l'alimentation.
Mais en fait, j'ai préféré effectivement que ce soit vous qui les disiez. Parce qu'en fait, et puis il y en a plein d'autres, hein. Oui, ben, au fur et à mesure, les mains se lèvent parce que oui, quand l'écologie politique, c'est avant tout prendre en compte la planète sur laquelle on vit, l'immense chance qu'ont les humains de vivre sur cette planète, et je sais à qui je parle. À notre connaissance pour l'instant, il n'y en a peut-être pas d'autres. Il y en a peut-être. Elles sont très très loin, puisque pour l'instant, on ne les a pas rencontrées. Donc c'est quand même une immense chance. La vie sur cette planète, c'est quand même quelque chose qui nous est donné, dont nous avons la responsabilité de préservation et de continuité. Et moi, pour moi, l'écologie politique est bâtie là-dessus. C'est prendre en compte la planète, la vie des humains sur la planète, et faire en sorte et porter un projet qui permet qu'un projet économique et social soit bâti sur le fait que nous avons cette responsabilité pour que des êtres vivants puissent continuer et surtout mieux vivre sur cette planète. C'est ça le fondement, pour moi, de l'écologie politique. C'est ma façon à moi de la traduire. Et donc, lorsque j'ai été élue en 2012, donc j'ai intégré le groupe parlementaire écologiste, puisque j'avais été élue par cet accord entre les écologistes et les socialistes, qui ont fait qu'un certain nombre de députés écologistes ont pu constituer un groupe parlementaire, pas du tout à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer, mais en tous les cas un groupe écologiste à l'Assemblée, c'était le premier. Nous avons travaillé ensemble sur cette idée que chacun de nous avait des compétences différentes et qu'on allait essayer de faire en sorte, à l'Assemblée nationale, de valoriser les compétences et les histoires de chacun d'entre nous. Il se trouve que moi, Brigitte Allain, paysanne, pas du tout impliquée dans le monde politique, était là avec une histoire plutôt syndicale et paysanne, donc voilà, qui s'était investie dans le monde syndical à la Confédération paysanne, jusqu'à en devenir en 2003 porte-parole nationale. J'avais acquis, par cette implication syndicale, par mon militantisme, j'avais acquis une certaine connaissance des politiques agricoles, locales, nationales, européennes, internationales. Parce que quand on commence à dérouler la pelote, en fait, il faut avoir cette globalité pour pouvoir définir ce que peut être un projet de politique agricole qui soit au service de l'humanité. Et dans ce projet d'accord politique qu'il y avait eu avec le Parti socialiste, dans le volet agricole était prévu une loi d'orientation agricole, d'orientation et de réorientation vers des systèmes plus respectueux de l'environnement, mais aussi des paysans et des consommateurs. Il a fallu un petit peu secouer le ministre de l'Agriculture dès le début, puisque en 2012, il ne parlait plus de loi d'orientation, il parlait d'une loi d'adaptation de la PAC. Et là, ça a été notre première expérience d'un petit groupe parlementaire qui peut, finalement, dans une majorité, dire « attention ». On avait un accord politique fort là-dessus. Et ce n'est pas une loi d'adaptation qu'il faut porter, c'est une loi d'orientation. Donc, bon, on n'était pas sûr qu'il l'ait entendu, d'autant qu'on a été très très peu associé à l'élaboration du texte de la loi d'orientation agricole. Et quand le
projet de loi est sorti en 2013, quand on l'a découvert très peu de temps avant qu'il soit en débat à l'Assemblée nationale, moi j'ai eu la surprise, pas seulement moi, mais oui, parce que du fait que ça s'était passé comme ça, j'ai eu la surprise de voir un texte qui était effectivement une loi d'orientation, avec la consécration de l'agroécologie, ce qui était quand même une grande première quand on regardait les 50 dernières années. Et dans l'article 1 de la loi, qui est toujours ce qui donne les grandes orientations de la loi, à nouveau exprimer le lien entre l'alimentation, assurer l'alimentation et l'agriculture, ce qui qui devrait être complètement logique, mais qui n'était plus dans les lois agricoles depuis plus de 50 ans. Depuis 50 ans environ. La dernière grande loi agricole avait été celle de Pisani, avec tout ce qu'elle a pu entraîner après, qui a répondu à un moment à quelque chose, mais dont il aurait fallu changer très vite après, quand elle a eu réussi. Et par contre, elle avait un titre qui s'appelait « Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt », mais sauf que quand on lisait le texte de loi, le volet alimentation, d'ailleurs le chapitre alimentation, c'était un chapitre sur 17, et ce chapitre était un peu léger, pour ne pas dire creux. Mais donc je me suis dit, mais là on passe à côté de quelque chose. On passe à côté de quelque chose. Parce que, en premier, et ça a été dit tout à l'heure, par l'un de vous, peut-être, je ne sais plus qui l'a exprimé, mais effectivement, élaborer un projet politique, c'est d'abord élaborer un projet commun dans un pays, dans un groupe de pays, pour permettre à chaque citoyen de vivre correctement. Et vivre correctement, c'est pouvoir se nourrir, se loger, avoir la santé, accéder à l'éducation. Enfin, après, viennent plein de choses. Mais je dis bien après. Parce que quand un enfant naît, la première chose dont il a besoin, très vite, c'est de se nourrir. Donc ça, c'est la base. Et aussi longtemps qu'on n'est pas capable d'assurer cette base, le reste, on n'a pas accès. Un enfant qui n'a pas mangé ne peut pas apprendre à l'école. C'est pas possible. Sa première préoccupation, c'est j'ai faim. Donc, je me suis dit, mais comment on peut passer à côté de ça? Et comment, une fois de plus encore, on peut faire un texte où on oublie de dire dans la loi que la souveraineté alimentaire, c'est quelque chose d'extrêmement important. La souveraineté alimentaire, pour un État, pour un groupe d'États, c'est avoir le droit de définir quel niveau d'autonomie on veut pour le pays. Il y a des pays qui ne prétendent assurer aucun niveau d'autonomie pour assurer finalement la paix du pays. Parce que on n'est pas sans savoir que l'arme alimentaire est souvent utilisée. Donc j'ai proposé par voie d'amendement d'apporter déjà dans cet article 1 de la loi le fait d'écrire que notre politique agricole et alimentaire était faite en premier pour assurer la souveraineté alimentaire du pays. Pour assurer la souveraineté alimentaire de son pays, c'est aussi la reconnaître aux autres pays. Et donc je l'ai introduit aussi par voie d'amendement dans la loi pour le développement international. Pour le loi développement et solidarité internationale qui était portée par Pascal Canfin. Donc il y a deux textes aujourd'hui dans la loi où la souveraineté alimentaire est inscrite. Ce sont ces deux textes-là. Et par deux fois, par des amendements que j'ai proposés et qui ont été votés. Et une fois qu'on a dit ça, ça se décline comment? La souveraineté alimentaire, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. Après, il faut l'organiser. On peut l'inscrire dans la loi, mais après, il faut l'organiser et le décliner. Et la meilleure façon de le décliner et d'assurer, justement,
cette capacité de pouvoir apporter un minimum, je dis bien, il ne s'agit pas de l'autonomie alimentaire qui fermerait le pays à d'autres, mais de se dire que quoi qu'il arrive, jusqu'au conflit armé, parce que malheureusement, nul n'est à l'abri de ça, eh bien, il faut que la population, partout, puisse se nourrir. Et je peux vous dire que dans notre organisation aujourd'hui du territoire particulièrement urbanisée, et où l'agriculture s'est extrêmement spécialisée, eh bien ça, aujourd'hui, ça n'est pas vrai. Et c'est la raison pour laquelle j'ai porté les projets alimentaires territoriaux dans la loi. Projets alimentaires territoriaux, ça veut dire quoi? C'est tout simplement au niveau d'un territoire, travailler ensemble sur qu'est-ce qu'on attend, enfin, de quoi avons-nous besoin pour nous nourrir? Nous sommes combien sur ce territoire? De quoi avons-nous besoin pour nous nourrir? Quels équilibres alimentaires? Et donc, qu'est-ce que nous sommes capables de produire sur ce territoire? Le territoire, volontairement, dans la loi, on ne l'a pas défini. On peut le travailler au niveau d'une région et le décliner en petites régions. Mais déjà, si au niveau, par exemple, de la Nouvelle-Aquitaine, on est organisé sur un approvisionnement local, et en faisant en sorte, effectivement, que ces équilibres sont respectés, eh bien, ma foi, c'est pas si mal, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. On est une des premières régions productrices alimentaires au niveau européen, et pour autant, on dépend beaucoup de flux commerciaux, parce que notre organisation agricole s'est bâtie de manière très verticale. Ces amendements ont été adoptés, et après, et la loi donc a fait son chemin, elle a été adoptée définitivement en octobre 2014. Et aussitôt, je me suis dit, bon maintenant, ok, ça c'est dans la loi, mais maintenant il va falloir revenir vers le ministre et puis lui dire, bon, on fait quoi là? Parce qu'il y a des choses dans la loi, bon, la question des phytosanitaires, le fait d'avoir moins accès aux antibiotiques pour les animaux, des choses comme ça, dès que la loi est votée, un décret et pof. Puis il y a d'autres choses, comme le projet alimentaire territorial, ça demande un petit peu d'accompagnement du développement agricole, quoi, hein. Les lois Pisani que j'évoquais tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu tout un train de mesures, de moyens pour que ce développement se fasse, il n'aurait jamais pu se faire. Ça demande des animateurs de terrain, ça demande, vous avez évoqué la formation, ça demande beaucoup de choses. La recherche. Enfin, il faut effectivement accompagner les agriculteurs dans une transformation pour cela. Et je me suis dit qu'en fait, en travaillant, ça pouvait pas, enfin, évidemment, il ne pouvait pas y avoir de décret. Alors, le ministre Stéphane Le Foll a tout de suite mis en place, et donc ça montrait en quelque part le fait qu'il y avait cette ouverture qui avait été bel et bien adoptée sur l'agroécologie, avec ce qu'on a appelé les groupements, les JI2E, les groupements d'intérêts économiques et environnementaux, donc des appels à projets pour que se mettent en place des actions par rapport à l'agroécologie. Ça, c'est une chose. Mais par rapport au projet alimentaire, il fallait aller beaucoup plus loin. Et il est évident que ça suppose de remettre en place tous les systèmes de circuits de proximité. Mais ce que j'ai porté dans la loi, ça ne tombait pas du ciel. Déjà en 2012, par exemple, en Bergeracois, le pays Grand Bergeracois avait dans ses projets à accompagner financièrement la relocalisation de l'alimentation. Ça faisait partie des titres qui avaient été annoncés, donc il y avait cette ambition. Et il y a beaucoup de régions, de communautés d'agglos qui avaient déjà beaucoup travaillé sur le sujet.
La région de Rennes, par exemple, j'avais assisté à plusieurs colloques sur les systèmes alimentaires territoriaux. La région de Lille, enfin plusieurs, la communauté urbaine de Grenoble, enfin bon, plusieurs endroits où cette question était quand même déjà bien avancée. Et donc j'ai proposé au président de la commission des affaires économiques de conduire une mission d'information sur le sujet, sur la question des circuits courts et de proximité, pour voir quels sont les leviers sur lesquels on peut s'appuyer, et puis quels sont les freins. C'est important de connaître les freins. Parce que si on fait comme s'ils n'existaient pas, on avance, on fait un peu l'autruche, mais bon, des fois l'autruche, ça peut être dangereux, quoi. Donc, j'ai pu mener cette mission d'information. Une mission d'information à l'Assemblée nationale, elle est constituée d'un groupe de 8 parlementaires qui sont issus de toute de la représentation de l'Assemblée nationale. Donc évidemment, ce groupe parlementaire, donc issu de la commission des affaires économiques dans laquelle j'étais la seule écologiste dedans. Et pour autant, j'en étais la rapporteure. C'est moi qui conduisais cette mission d'information. Et donc j'ai pu, avec cette mission d'information, aller sur le terrain, voir là où ça marche, pourquoi ça marche, pourquoi les freins, comment ceux qui ont commencé à bosser sur cette question-là, ils ont levé ces freins ou pas, quelles sont les difficultés, rencontrer la commission des affaires européennes. Et puis ici en Dordogne, je trouve qu'on a finalement, d'une certaine façon, au moins sur les circuits courts et de proximité, une certaine avance, sur leur organisation un peu moins. Et donc la mission d'information est venue en Dordogne. J'avais aussi à cœur d'amener mes collègues députés sur ce département qui a une certaine réputation du bien manger, mais aussi pour pouvoir redéfinir ce qu'est le bien manger. Est-ce que cette gastronomie, ce bien manger, il s'était préoccupé jusque-là aussi de son impact sur l'environnement. Voilà. Donc toutes ces questions-là faisaient partie des questions posées lors de cette mission. Et donc j'ai rendu ce rapport en juillet 2015. En juillet 2015. Il a été voté par la commission des affaires économiques. Peut-être pas à l'unanimité, là, je crois qu'il a dû manquer 1 ou 2 députés pour avoir l'unanimité, mais enfin à la grande majorité. Et donc, ce rapport, partout où je suis allée, que ce soit dans l'agglo de Nantes, de Lille, par exemple, la région de Lille, la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque, qui avait porté ce projet, donc porté par Jean-Louis Robillard, qui est élu écologiste à la région Nord-Pas-de-Calais, qui avait porté ça. Il s'est fait moquer quand il a commencé à parler de ça, de relocalisation d'alimentation. Pourquoi ? Parce qu'à Lille, les gens croyaient que finalement, si on produisait que des patates, des betteraves et un peu de céréales, c'est parce qu'on pouvait produire que ça et qu'ils lui ont ri au nez en disant on va manger beaucoup de patates et de betteraves, de sucre, quoi. Il a dit mais non, il n'y a pas si longtemps, ici, la ceinture urbaine, comme beaucoup de ceintures urbaines, produisait ses légumes, etc. Et on va le faire. Et ils l'ont fait. Et donc, ils l'ont fait comment ? Partout où ils ont réussi à remettre en place un système alimentaire territorial, on s'est appuyé sur la commande publique. On s'est appuyé sur la restauration collective. Et quand je dis en Dordogne, on est très en avance sur les circuits courts, peut-être par tradition, par le fait que les petites fermes ont plus résisté qu'ailleurs, etc., par notre tradition certainement gastronomique, oui. Mais par contre, le système alimentaire territorial, il s'est peu développé parce qu'effectivement, nos circuits courts se sont développés par le biais de la vente directe, par le fait que chacun fait son petit truc et puis ma foi, ça fonctionne. Mais ça ne crée pas de vraie dynamique de territoire autour de l'alimentation. C'est ça qui nous manque aujourd'hui.
Et c'est ça que le pays Grand Bergeracois, en mettant en place un conseil alimentaire territorial, tente de mettre en place aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai porté cette loi en proposant d'introduire 40% de produits locaux, dont la moitié en bio, donc 40% locaux, 20% de bio, dans la restauration collective. Parce que de fait, partout où ça marche, c'est parce qu'on s'est appuyé sur cette commande publique, sur la restauration collective. Parce qu'elle a un rôle extraordinaire, la restauration collective, d'égalité. La restauration collective, c'est pas que les enfants, hein. C'est des enfants à l'école, mais c'est des enfants à l'école, au collège, au lycée. Mais c'est aussi les personnes âgées en EHPAD, c'est l'hôpital. Vous savez combien on mange mal à l'hôpital. Heureusement, aujourd'hui, on nous garde de moins en moins. Parce que... Mais c'est vrai, c'est terrible. Hein. Enfin, je sais pas... Bon, j'ai eu la chance ou la malchance, j'en sais rien. C'est toujours une chance, après, quand on s'en sort, de faire quelques séjours à l'hôpital. Franchement, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas guérir à l'hôpital. C'est pas possible. Non, mais c'est fondamental, ce qu'on mange. Hein. Et donner envie de manger. L'envie de manger, c'est l'envie de vivre. Et donc, si on vous donne des choses mauvaises, vous ne pouvez pas avoir envie de vivre, vous ne pouvez pas avoir envie de guérir. C'est fondamental, ça. La prison, on ne choisit pas ce qu'on a à manger. Donc, la restauration collective, c'est énorme en nombre. C'est 11 millions de repas par jour dans notre pays, par exemple, en France. Mais c'est surtout l'impact, ce côté égalitaire. Tout le monde est devant le même repas. Tout le monde a accès au même repas. Donc, avoir une orientation pour la restauration collective, c'est forcément avoir un impact sur notre politique alimentaire, tout simplement. Alors je ne fais pas abstraction du tout du fait qu'il faut aussi agir sur les accords internationaux. J'ai d'ailleurs fait un colloque à l'Assemblée nationale sur le sujet. Qu'il faut aussi agir sur l'accès au foncier pour les petites fermes, par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure, hein, les prédateurs de terre, qu'ils soient de ceux de l'agriculture productiviste qui n'ont jamais assez de terre pour vivre, donc en quelque part ça interroge, mais aussi il y a plein d'autres prédateurs. On bâtit beaucoup, et on a bâti les zones les plus riches de nos productions, de nos terres nourricières. J'avais d'ailleurs fait en 2013 un colloque à l'Assemblée nationale sur la préservation de nos terres nourricières. Je les avais appelées comme ça, donc j'ai aimé tout à l'heure, je ne sais plus qui a parlé des terres nourricières, c'était le titre de mon colloque. Voilà, en jouant sur la restauration collective, on a un impact à tous les niveaux, social, environnemental, sanitaire, aménagement du territoire. Je n'en oublie un, parce que ce que je sais, c'est que quand j'ai écrit ce texte de loi, quand on écrit un texte de loi, l'écrire est une chose, le déposer, ça c'est facile, puis après il faut le mettre au débat. Donc déjà, il faut obtenir de son groupe que ce sera ce texte-là qui sera débattu, puisque mon groupe parlementaire avait un jour dans l'année pour présenter ces textes de loi, ces propositions de loi. Un seul jour. Ce jour-là, on va en passer 3 ou 4. Hein. C'est ce qu'on appelle les petites lois, elles ont 4-5 articles. Mais souvent, elles sont proches du terrain. Donc il faut déjà convaincre son groupe que ce texte-là, c'est important de le mettre à l'ordre du jour. Puis après, évidemment, il faut aller convaincre les autres groupes que ce texte-là, il va falloir le voter. Et oui, surtout quand on est un groupe qui n'a pas la majorité. Il faut aller convaincre. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai mis au débat. Et pour convaincre, il faut aussi avoir un certain aval du gouvernement. Je le regrette profondément, mais notre pays est ainsi constitué que l'Assemblée nationale est un peu trop au crochet du gouvernement, alors qu'il me semble que ça devrait être l'inverse. Mais en tous les cas, c'est comme ça.
Aujourd'hui, on vote un président de la République avant l'Assemblée nationale. Et je pense très sincèrement que ça serait l'inverse. On n'aurait pas du tout la même façon de fonctionner. Et donc, pour ce texte-là, c'est pas moins de 5 ministères que j'ai dû rencontrer. Donc celui de l'agriculture, puisque agriculture, alimentation, de l'écologie, qui s'appelait à l'époque ministère de l'Environnement, juste ça, mais quand même, de l'aménagement du territoire, de la santé, de l'éducation, parce que, vous le disiez, même si les formations agricoles sont portées par le ministère de l'Agriculture, mais il n'empêche que quand même, dans mon rapport, par exemple, il y avait une des propositions qui disait qu'il faudrait que les projets d'établissement intègrent toujours l'alimentation. Mais voilà, alors, le rapport parlementaire, c'est ça. C'est pas fun, hein. Bon, c'est un peu lourd, mais il y a du contenu. La proposition de loi, c'est ça. Voilà. Sur 50 propositions ici, pour ma proposition de loi, il a fallu que j'en garde 4 ou 5. Celles qui me paraissaient essentielles en premier à gagner. Sachant que, oui, j'avais l'intention de poursuivre, parce que je me suis entendue dire aussi par d'autres parlementaires, oh bof, un rapport, une fois qu'il a été adopté, il est dans un placard et puis c'est fini. Je dis, ben oui, si c'est comme ça que tu vois les choses, ben je dis, pour moi, le rapport parlementaire, ça sera mon guide tout au long de mon mandat ou de mes mandats si j'en ai un autre. Parce qu'il y a plein de choses là que j'aimerais que ça devienne réalité un jour. Bon, alors aujourd'hui, il y a les assises de l'alimentation, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai lu le discours du président de la République d'il y a une dizaine de jours. Je l'ai lu très attentivement. J'y vois dedans des choses intéressantes, dans les intentions, et j'attends de voir ce que seront vraiment les propositions. Est-ce que vous avez été invité par le député actuel qui a fait ses assises de l'alimentation à Bergerac? Ça aurait été complètement logique qu'il y ait une transmission, parce que c'est la question que je voulais poser tout à l'heure. Le formidable travail que vous allez mener, ce qui va être abandonné, pourquoi est-ce que le député actuel ne fait pas de lien avec vous? Je ne sais pas, vous faudra lui poser la question. En tous les cas, alors ces assises, en fait, ce que je ne sais pas, c'est comment elles ont été invitées, sauf que je sais que certaines personnes ont reçu des invitations directes, des cartons d'invitation. Je n'en ai pas reçu. Voilà, donc à votre question, est-ce qu'il m'a invité? Non. Est-ce que vous irez? Est-ce que cette réunion était publique ou pas? Je ne sais pas, parce que, voilà, elle était certainement publique, je ne sais pas. Elle était publique. Bon, après, voilà, j'aurais pu y aller ou pas. À votre question initiale sur le rôle du politique, oui. Moi je suis quand même... Tout à l'heure, madame, vous disiez le manque de responsabilité des citoyens et le manque de responsabilité des élus, de Trump à X élus. Enfin, aujourd'hui, moi, je suis... c'est un peu... Je suis terrorisé quand on est face à un mur, et on a quelqu'un, bon, peu importe, hein, mais qui... comme s'il ne prenait pas en compte le travail que vous avez mené pendant... Le travail qui a été fait. Enfin, je ne savais pas qu'il y a eu cette réunion. Excusez-moi, mais elle a eu lieu quand cette réunion? C'est tout récent. J'en ai vu le compte rendu dans la presse cette semaine. Je crois que c'était lundi dernier, c'est ça? Oui, je crois que c'était lundi dernier. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lundi dernier, j'étais à un comité de pilotage du Pays Grand Bergeracois, comité de pilotage du projet alimentaire territorial. C'était une réunion qui est effectivement là très fermée. Hein. Le comité de pilotage, c'est celui qui réfléchit. On en est là maintenant du travail, et puis qu'est-ce qu'on va faire après, quoi. Hein. Donc c'est un groupe de travail. Et la suppléante de M. Delpont était là. Elle n'a pas du tout évoqué la réunion du soir, même. et voilà, quoi. Donc, bon.
je pense que j'aurais reçu une invitation, j'aurais appelé M. Delpont pour lui demander à la limite ce qu'il attendait de moi, voilà, etc. Comme on a pu le faire, voilà. En général, je ne vais pas comme ça, enfin, sur une réunion publique, voilà. Donc, non, il ne me l'a pas demandé. Bon, alors, peut-être que c'est plus compliqué au niveau de la même circonscription, j'en sais rien. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que des sollicitations comme celles que j'ai aujourd'hui, j'en ai eu plusieurs. Cet été, je vous dis clairement, j'ai répondu à aucune dans l'été. Parce que j'ai eu envie de me reposer. Qu'on soit clair. Merci. Mais depuis le mois de septembre, j'ai fait une intervention comme celle d'aujourd'hui à la demande d'une journaliste du journal L'Humanité pour la fête de l'Humain. J'ai répondu à une sollicitation lors d'une formation, comment s'appellent les diplômes donc d'adultes qui veulent s'installer en agriculture, il y a quelques jours de ça. J'ai répondu favorablement à une invitation qui m'est faite pour le mois de décembre à... Je crois que c'est en région parisienne. Voilà, il y a énormément de sollicitations sur le sujet. Et voilà, ce que je pense, c'est que effectivement, et que au niveau local, je ne vais pas lâcher cette affaire. Très clairement, au niveau du pays grand-bergeracois aujourd'hui, très certainement, ce qui manque, je pense, c'est d'élus vraiment convaincus sur le fait que ça peut vraiment porter une vraie dynamique de territoire, ce dont nous manquons cruellement. Comment vous expliquez ce manque de conviction alors qu'on est confronté à quelque chose qu'on partage tous? Enfin, ça devrait être complètement évident pour un élu de partager les propos que vous avez tenus. Alors, il y a plusieurs choses. Parce que ce manque de conviction, j'y ai été confrontée par 2 fois. À l'Assemblée nationale, quand j'ai présenté ma loi, de fait, j'ai été aidée, et c'est une réponse à des questions qui ont été posées tout à l'heure. J'ai été aidée par l'action citoyenne. France Nature Environnement a lancé une pétition en ligne pour dire qu'il fallait que cette loi soit votée. Et la pétition, elle fonctionnait comme ça. Quelqu'un qui répondait à la pétition, enfin qui répondait à la pétition, ça interpellait les députés du département, pas seulement son propre député, mais les députés du département. Ce qui fait que, par exemple, un citoyen lambda, je répondais à la pétition en tant que Brigitte Allain, machin, ça allait aux 4 députés de Dordogne. Donc je ne vous dis pas, les boîtes à lettres des députés, dans la semaine, parce qu'ils l'ont lancé quelques jours avant le vote, dans la semaine, c'était, mais bon, certains râlaient quand même un peu, parce qu'elles étaient carrément bloquées. Hein, donc ça montre que du côté des citoyens, cette question-là, c'est pas du baratin, quoi. Les citoyens ont conscience du fait que c'est un vrai sujet. Ça nous interpelle aujourd'hui, ce que vous dites. Ah oui, mais voilà, ça, clairement. Et je croisais les députés à l'Assemblée, le débat était le jeudi. En général, les lois portées par les ministres, bon, soit commencent depuis le lundi soir jusqu'au vendredi, mais en tous les cas, les lois portées par les députés, c'est souvent, voilà, c'est le jeudi. Et sachant qu'un certain nombre de députés réservent leur journée à l'Assemblée nationale le mardi et le mercredi, parce qu'il y a les questions au gouvernement et que c'est mieux d'être là. Voilà, bon. Donc, mais moi, j'ai eu le temps d'observer quand même en 5 ans ce qui se passait. Et alors, quand il me croisait dans les couloirs, mais de toute obédience politique. Mais Brigitte, mais ta loi, mais on est d'accord, mais je suis d'accord, mais tu sais,
Je dis, moi je suis pas là, comment je fais pour la voter? Ben, t'es pas là, mon vieux. Tu sais bien que les lois, ce qu'on appelle les petites lois à l'Assemblée, elles sont votées dans la foulée. Elles ne sont pas votées le mardi comme les lois portées par les ministres. Donc... il faut être là. Il faut être là. On ne peut pas donner son mandat. Alors je dis, si tu veux la voter, il faut que tu sois là. Hein. Y a pas... Parce que quand on reçoit une pétition comme ça, non seulement il faut y répondre. Enfin, moi, en tous les cas, j'ai toujours répondu à toutes les pétitions, que ce soit papier ou que ce soit Internet. On répond. On a le droit de dire que je n'ai pas d'accord, par exemple, sur le sujet, parce que je peux vous dire que j'en ai eu sur tous les sujets. Mais on répond. Et puis surtout, les personnes qui ont signé la pétition, très vite, elles vont aller voir mon député, qu'est-ce qu'il a fait? Donc là, les députés, ils sont très, très, très sensibles. Et donc, oui, à la question, qu'est-ce que je peux faire? En dehors du fait que je trie mes poubelles, que j'ai une action citoyenne de manière individuelle. Il y a l'action citoyenne individuelle. Il y a beaucoup plus large l'action citoyenne collective. Déjà, quand on adhère à une AMAP, quand on participe à une association, les parents d'élèves, celle qui vous réunit aujourd'hui. Enfin, on porte quelque chose ensemble. On discute d'un sujet, puis on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble pour faire avancer ce sujet? Voilà, quel que soit le sujet, souvent les associations, elles sont faites pour ça. Ça peut être pour permettre à des enfants de faire du sport, mais ça peut être... Voilà, donc ça peut être... Mais oui, l'action citoyenne passe aussi par l'interpellation aux députés, quelle que soit leur forme. Mais la forme collective en est une importante. Parce que la réponse, elle est forcément publique. Et ça, c'est vrai à l'Assemblée nationale. Mais je disais que j'avais été confrontée au Sénat. Parce que la loi, donc, elle a été votée en janvier 2016. Et votée à l'unanimité. Des présents, certes. Mais chaque présent, enfin après, représente aussi son groupe parlementaire. Donc, à l'unanimité. Ce dont j'étais très fière, parce que je peux vous dire que ça montre, oui, que j'ai fait le boulot d'aller voir, y compris les opposants. Voilà. Pour leur dire, pour savoir ce qu'ils avaient voté, quand ils avaient quelques réticences, essayer de les convaincre et leur dire en quoi c'est positif pour leur territoire, pour la société en général. Et au Sénat, c'est mon collègue sénateur écologiste Joël Labbé, qui était rapporteur, qui est quelqu'un d'assez ouvert aussi, et de dialogue. Donc j'en étais assez contente. Et puis je me suis dit, ça a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Donc la logique veut que s'il n'y a pas l'unanimité, le Sénat, la majorité était à droite, donc on pouvait avoir quelques inquiétudes. Mais les inquiétudes étaient une chose, le résultat était au-delà des espérances. C'est-à-dire qu'en commission, ils ont pinaillé sur le bio, soi-disant c'était pas possible, puisque c'était dans la loi 20% de bio pour les contrats signés d'ici 2020. Alors ils ont dit, ils ont proposé un amendement pour que ce soit ceux signés à partir de 2020. Joël Labbé a dit, ouais, à partir de 2020, ok, j'entends, il faut du temps, c'est vrai, il faut du temps pour que ça se mette en place. Ok pour 2020. Et puis après, ils ont porté un amendement pour dire il faudrait que ceux qui sont en transition de l'agriculture dite conventionnelle, d'ailleurs, c'est assez surprenant que ce soit conventionnel d'utiliser, mais enfin, dite conventionnelle pour aller vers la bio, les 3 ans, donc, qu'on prenne ces personnes qui sont en transition, on les classe dans les 20% de bio, parce que comme ça, voilà. Et Joël Labbé, toujours effectivement ouvert au dialogue, il m'a appelé quand même pour ça. Il me dit, tu sais, ils ont mis un amendement pour ça. Il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'il dit, je sens que si on ne va pas vers eux, on va au clash. Je dis, écoute Joël, aujourd'hui on a 3%. Si en 2020, on est à 20% en mettant ceux qui sont en conversion,
Ma foi, c'est pas si mal, parce que ceux qui sont en conversion, 3 ans après, ils sont en bio. Donc, je dis, ben, c'est toi qui sens l'ambiance au Sénat, surtout que les commissions, c'est pas ouvert, c'est pas public. Donc, moi, je dis, écoute, bon, donc, d'un commun accord, il a accepté cela. Et en séance, là, ça a été le pompon. Ils ont sorti la bio, enfin, ils ont tout déshabillé la loi de tout son contenu. Là, j'ai assisté dans le public, hein. Ces jours-là, on ne m'a pas vu à l'Assemblée nationale parce que j'étais dans le public au Sénat. J'ai suivi les débats au Sénat. Et d'ailleurs, ils ont fait une telle obstruction que ce débat qui aurait dû être plié en 2-3 heures, parce que je voulais expliquer, ces textes-là, ben, normalement, il y en a 3 qui doivent passer dans la même journée. Ils ont fait en sorte que ça traîne tellement qu'il n'était pas voté la première fois. Il a fallu y revenir au mois de mai pour finir par complètement le vider. Et donc, cette loi qui a été votée à l'Assemblée nationale à l'unanimité ne l'a pas été au Sénat. Et là, ça renvoie tout simplement, oui, à la question de la responsabilité des élus. Clairement, les sénateurs, on était en 2016, et là, on a fait du politicien. Tout simplement, on était à quelques mois des élections, et là, parce que le texte, il est porté par le groupe écologiste, eh bien, on va le démonter, point par point, pour qu'il ne passe pas. Et c'est tout. Et là, c'est... Je comprends un certain nombre de citoyens qui sont dégoûtés du monde politique parce que là, on a eu un bel exemple. Et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage parce que on l'appelle la Haute Assemblée, vous voyez. Je la trouve pas très haute, moi. Et après, moi, j'avais pas la possibilité de le porter à nouveau dans la mandature. Mais bon, comme je suis quelqu'un qui baisse pas les bras, je me suis dit, bon, cette loi, elle a été votée quand même à l'Assemblée nationale, on ne va quand même pas s'arrêter comme ça. Et donc, puisque je n'avais pas la possibilité de la présenter telle que... Parce que s'ils étaient sortis du Sénat ce qu'ils avaient voté en commission, moi, je ne pouvais pas la représenter, mais Stéphane Le Foll s'était engagé, lui, à la mettre à l'ordre du jour. On a vraiment travaillé de concert avec le ministère de l'Agriculture sur ce sujet. Il m'avait dit, bon, si ça sort que c'est votable en l'état à l'Assemblée, ben on la remet. Bon, c'était pas possible. Donc, ben je me suis dit, ben, on va prendre les sujets vraiment les plus importants du texte de loi, et je vais trouver un autre véhicule législatif, une autre loi dans laquelle je peux l'apporter. Donc j'ai créé un titre spécial dans la loi égalité-citoyenneté, qui avait 2 avantages. La loi égalité-citoyenneté me paraissait être tout à fait le bon véhicule, parce que quoi de plus citoyen que de prendre en main sa politique alimentaire. Et puis, égalité, je l'ai dit tout à l'heure, en l'inscrivant dans la loi, c'est pas juste la collectivité locale de Grenoble ou de Moinsartou ou je ne sais laquelle qui le met, qui le décide, mais c'est tout le monde qui est amené à se pencher sur cette question et à organiser pour que la production permette l'approvisionnement local. C'est ça l'idée. Donc, je me suis dit, c'est vraiment le bon véhicule. Et elle avait un deuxième avantage, c'était ce qu'on appelle une loi dite en urgence. Ça veut dire qu'il y a une seule lecture des 2 assemblées, et après, ça revient à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée est prépondérante. Donc, et comme le gouvernement voulait que cette loi égalité-citoyenneté soit votée avant la fin de la mandature, je me disais, ça passe ou ça casse, mais en tous les cas, dans ce véhicule, on est sûr que... Voilà. Je dois dire que ça a été beaucoup plus compliqué de convaincre, notamment la commission spéciale de cette loi, du bien fondé de l'avoir inscrit dans cette loi. J'ai subi des moqueries, je le dis là. En commission, j'ai vécu un moment dur. J'ai vu le ministre, le rapporteur et la rapporteure spéciale de ce titre-là éclater de rire quand j'ai porté mes amendements.
Je peux vous dire que quand vous êtes là à 1h du matin et que vous avez attendu pour pouvoir défendre vos amendements et que vous voyez le trio se fendre de rire, ça fait un drôle d'effet. C'était sur le manger local, c'est Oui. Ils ont éclaté de rire. Oui. 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 Ah, justement. Alors peut-être parce qu'ils je pense que leur réflexion entre eux, eh ben la voilà qui revient avec voilà. Je pense que c'était ça. Alors c'est vrai que ça m'a choqué un peu, mais je me suis pas démontée. J'ai dit en quoi, pour moi, c'était bien à sa place dans cette loi égalité citoyenneté. Donc ils m'ont demandé à le retirer, mais qu'on en reparlait d'ici à ce que ça passe dans l'hémicycle et qu'on allait y retravailler. Et là, vu leur attitude, j'ai dit, on y retravaillera sans doute, mais je préfère le mettre aux voix aujourd'hui. Finalement, j'ai pas souvenir de ça. Je crois que ça a été voté finalement en commission, et après on l'a un peu amendé dans la rédaction pour le représenter dans l'hémicycle. Et ça a finalement été voté à l'unanimité à l'Assemblée à nouveau. Sauf que les Républicains, après, ont porté devant le Conseil constitutionnel cette partie du texte, entre autres, d'autres aussi, pour dire que ça n'avait pas la place dans cette loi. Donc ça a été recalé par le Conseil constitutionnel, non pas sur le fond, mais sur la forme. Mais ça montre un Conseil constitutionnel aussi qui n'est pas en phase avec les réalités, les enjeux. Parce que moi, je considère que c'est bel et bien à sa place dans la loi égalité et citoyenneté. Parce que oui, c'est citoyen, une démarche comme celle-ci. Mais est-ce qu'on peut signer le TAFTA et puis porter ça en même temps? Après avoir vérifié auprès de Bruxelles, oui, puisque 40%, ça laisse quand même largement la place encore au commerce international. Mais pour moi, l'idée était simple. C'est que quand on est rentré dans la démarche, et bien après, elle ne s'arrête plus. Voilà. Moi, je me posais une question justement par rapport à cet éclat de rire, etc. C'est que, parce qu'à ma grande confusion, moi, là, c'est en vous rencontrant que j'ai réalisé cette idée de la dimension souveraine de l'alimentation. J'avais zappé, enfin, vous dites qu'il y a 2 lois avant qui la mettaient en numéro 1. Au niveau de l'information, c'est pas quelque chose qui a été mis en évidence. Alors c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que si ça faisait rire encore à ce moment-là, c'est bien que cette dimension souveraine, elle n'est pas du tout acquise. Non. Et moi, ça me surprend beaucoup parce que on a quand même... on sait très bien que l'arme alimentaire, dans les boycotts, quand on ne veut pas faire parler l'arme, les armes, souvent, qu'est-ce qu'on fait parler? C'est des boycotts. Et les boycotts, ils portent soit sur l'énergie, soit sur l'alimentation, parce que, et selon le pays, évidemment, mais qu'on soit clair, tu veux pas ça, je t'achète plus de pétrole. Tu m'achètes plus de pétrole, je t'achète plus tes céréales. Enfin, voilà, quoi. Mais sauf que ça se passe à haut niveau, mais les populations, elles, le fait qu'il n'y ait plus de céréales qui rentrent dans un pays là où on n'en produit pas du tout et on a tout basé l'alimentation autour, eh bien, ils n'ont plus à bouffer, quoi. Qu'on soit clair. Et ça, je trouve quand même extraordinaire que des responsables de haut niveau bafouent cette question de l'alimentation comme si c'était acquis pour toujours et comme si on était autonome. Or, par exemple, notre pays, à cause des accords internationaux qui remontent très loin, du GATT, etc., donc du GATT, de l'OMC, etc., n'est pas du tout autonome en production de protéines végétales, j'entends. On produit des protéines animales aujourd'hui avec des protéines végétales qu'on importe, OGM d'ailleurs, au nom d'accords internationaux qui remontent aujourd'hui à presque 40 ans. Presque, c'est même un peu plus. Donc,
cette question de souveraineté alimentaire est une question essentielle aussi par rapport à la paix, par rapport au respect et au développement de chaque peuple. Chaque peuple doit pouvoir avoir droit à un certain niveau de souveraineté alimentaire, même s'il y a des régions dans le monde où ça n'est pas si facile de produire une alimentation équilibrée, comme on a la chance, nous, ici, en Périgord en particulier, mais pas seulement. Dans un pays tempéré, on a cette chance. Mais il n'empêche que, au lieu de travailler justement, et des gens comme Marc Dufumier, chercheur agronome, qui a travaillé sur la question de l'agroécologie, qui est une des personnes qui sait le mieux parler de l'agroécologie, il dit bien, quand on travaille sur de l'agroforesterie, si on commence à implanter des arbres, etc., y compris au milieu du Sahara, on peut produire de l'alimentation, parce qu'on crée des microclimats, etc. Donc, mais au lieu de faire ça, évidemment, on a préféré inonder les marchés avec nos produits alimentaires, tout en faisant en sorte que nous-mêmes ne soyons plus autonomes autonomes, qu'on ait un certain niveau d'autonomie. Qu'on soit clair, si à un moment donné, il y a un conflit armé qui fait qu'on n'a pas de café, j'aime bien le café, hein, je vais vous le dire, hein, mais c'est pas fondamental pour vivre. Je suis d'accord avec vous, mais je ne pense pas que ça soit un discours uniquement écologique. Cette répartition des richesses dans le monde et tout, d'autres partis peuvent aussi porter... Sauf que l'écologie politique, je l'ai dit tout à l'heure, en tous les cas pour moi, oui. La définition de l'écologie politique, c'est d'abord partir de la Terre, avec un grand T, la planète Terre, celle qui accueille la vie. Et qui accueille la vie partout sur cette planète. S'il y a la vie partout sur cette planète, c'est qu'elle doit pouvoir exister partout. Et donc, pour qu'il y ait la vie partout, c'est fondamental de pouvoir produire son alimentation partout. En fonction de son climat, en fonction... Voilà. Et donc, aujourd'hui, les politiques qui ont été portées depuis plus de 50 ans, notamment à travers l'OMC, les organismes, qui ont fait que le commerce a primé sur tout. Au lieu, le marché, et au lieu qu'on bâtisse des projets politiques au service de l'homme, ils sont au service du commerce. Et donc, en ce sens, oui, un projet d'écologie politique, il part des besoins essentiels, fondamentaux de la vie, entre autres des êtres humains, mais la vie des êtres humains ne peut se faire que par l'équilibre et la diversité des animaux, de la présence des animaux, de la diversité biologique, etc. Donc c'est bien un projet politique, au sens politique, le vrai sens du mot politique, et non pas politicien, qui fait qu'on bâtit après des projets de politique économique et sociale, mais au service de ce projet politique écologique, fondamentalement écologique, qui met l'humain sur la planète, à son niveau sur la planète, mais qui fait que la durabilité de la vie humaine dépend du respect de ces équilibres de la vie de la planète. Et en ça, voilà. Deux interventions. Le projet écologique, il peut être chrétien, il peut être catholique. Il peut Bien sûr. Il n'y a pas besoin qu'il soit écologique, enfin. Non, mais c'est pas... Alors, attendez. Oui. Alors, 2-3 personnes, et puis après, voilà. Oui. Allez-y. Oui. Moi, je partage beaucoup. Je suis arrivé en retard, je m'en excuse, mais je ne vous ai pas entendu au début, mais je partage beaucoup de ce que vous avez exprimé. Mais je voulais dire par rapport à la question de la relation par rapport à la terre, à notre terre, je dirais. Je pense d'ailleurs que cette relation, elle est minimisée, y compris
dans la façon dont les choses, dont vous les avez exprimées. Parce que la Terre, aujourd'hui, on a l'habitude de dire que la Terre est en danger. C'est pas la Terre qui est en danger, c'est l'humanité qui est en danger. Oui, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Bon. Et il y a de multiples enjeux qui sont à moyen, sinon même à court terme, et pour lesquels il n'y a aucun éclairage responsable qui est donné par les politiques aujourd'hui. Parce que... Non, mais Madame Alain, Non, mais j'aimerais que vous... Voilà, que vous disiez bien, ce que vous venez de dire, là, j'ai pas... Voilà. Non, je dis que les enjeux fondamentaux, climatiques, ressources, parce que, bon, la limitation ou la fin des ressources est aussi un enjeu, me semble-t-il, capital. Les problèmes de l'alimentation, etc., tout ça, bon, sont des questions d'une portée, me semble-t-il, très globale, très forte, et elles peuvent induire tout un tas de phénomènes, y compris sur les questions de la paix, etc. Bon, enfin, on a tout un tas de choses qui s'entremêlent. Et en tout cas, on sait que certains phénomènes, quand ils vont se développer à plus grande ampleur, notamment en ce qui concerne le réchauffement climatique, vont avoir des conséquences dramatiques. Et aujourd'hui, on est, par exemple, en dehors des clous en ce qui concerne même l'accord de Paris. Bon, on est déjà... bon, et on sait que quand on va dépasser les 2 degrés de réchauffement, on ne sait pas où on va aller. Bon, et ça, c'est pour une question de décennie. C'est 30, 40, 50. Ça veut dire que nos enfants, nos petits-enfants, même peut-être moins. Bon. Alors donc, bon. Je vais faire comme à la radio, la question. Voilà. Non, mais ça me semble important de faire le lien avec la globalité. Bon. Et je suis d'accord avec le fait que le local a son importance, y compris pour saisir la globalité, mais j'ai pas trop entendu dans cette discussion le rôle que joue le social. Parce que moi, il me semble, bon, il y a une partie de la population, je prends nous qui sommes ici, qui sommes certainement plus sensibilisés, etc. Le problème, il est quand même qu'il y ait une prise en charge la plus large possible de la population concernée, c'est-à-dire de toute la population, de ces questions. Or, quand les gens ont des fins de mois difficiles, impossibles, quand les gens ont des problèmes d'emploi, etc., de santé qu'ils ne peuvent pas soigner, qu'est-ce qui est le plus urgent pour eux? Alors, donc, si ces problèmes-là ne sont pas abordés d'une manière sérieuse, oui, à mon avis, on risque de pédaler longtemps à côté du vélo. Voilà. Encore comme à la radio, les deux vies, madame. Les deux vies. Non, mais les deux questions. Oui, peut-être une ou deux, et puis j'essaierai de... interventions. Voilà. Juste une réflexion sur la souveraineté alimentaire. Brigitte, tu nous parlais effectivement du global, et c'est très important. Parce que je disais en apartheid, quand j'étais tout jeune infirmier, j'ai fait la famine du Sahel, donc je vois bien l'enjeu de manger. Mais dans notre pays aujourd'hui, la 6e puissance mondiale économique, quand nous nous levons le matin, il y a 3 millions de gamins qui sont malnutris. Et je crois que ça nous ramène à l'essentiel, se nourrir. Je disais qu'on avait un triptyque, hein, c'était se nourrir, se loger et se soigner, avant même de s'éduquer, etc. Mais se nourrir, on ne peut pas aller à l'école le ventre vide. J'ai ma belle-fille qui est enseignante, elle a des gamins qui dorment dans sa classe le matin. Elle s'en est référée à son directeur qui lui a dit « laissez-les dormir parce qu'ils sont dans un hôtel le soir et ne mangent pas correctement ». Et quand on a été élu local sur un quartier difficile et quand on a vu des mères de famille mettre 40 baguettes dans leur chariot parce qu'elles n'ont que ça à manger, effectivement le politique a du sens et l'écologie politique a du sens. Parce que c'est quoi l'écologie politique? C'est de mettre l'homme debout dans ses droits fondamentaux. C'est ça l'écologie politique. C'est respecter l'homme et respecter son environnement.
et ne pas, par exemple, à la commission de santé d'Europe Écologie Les Verts, commission dans laquelle j'ai siégé pendant très longtemps, on ne parle jamais de nourriture bio. Jamais de nourriture bio. Parce que la nourriture, elle doit être la plus saine possible. Le bio ne devrait pas figurer. La nourriture, c'est l'aliment qui doit nous faire le moins de mal possible. Et ça, c'est le plus de bien possible. Et le plus de bien possible. Alors, je reviens à ma question. Pourquoi une députée écologiste? Pourquoi des députés écologistes? Ben, c'est pour apporter ce type de loi que Brigitte a porté, et bien d'autres, hein, la loi énergétique, etc. C'est ça l'écologie politique, pour répondre à l'intégration, hein, l'interrogation de monsieur. Monsieur derrière avait une question ou une intervention. C'est vrai qu'en vous écoutant, on voit que finalement les politiques ne sont pas tellement responsables sur les Pas projets tous, on va dire, mais quand même. Oui, mais quand on voit que les élections approchent, que bon, mais ils se détournent un petit peu des réalités. Mais nous, concrètement, en tant que personnes convaincues, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire bouger les choses? Parce qu'à partir du moment où ça ne se fait pas en haut, pourquoi ça ne se ferait pas au niveau le plus bas, entre nous, quoi, parce que c'est parfois comme ça qu'on peut pousser les choses pour que ça se réalise après, au niveau de l'État. Moi, tout ça, cette loi, elle est superbe, et quand on pense qu'en la Guadeloupe et la Martinique, tout vient de France, il y aurait coupure entre la Guadeloupe et la Martinique, ils n'ont rien, ils ne mangent rien, ils ne produisent ni leurs œufs, en Corse, ils ne produisent pas leurs œufs. Les œufs viennent du continent. Alors, il y a un travail énorme à faire pour toute la partie France d'outre-mer. C'est quelque chose de dramatique. Et qu'est-ce qu'on peut faire, alors là, pour réveiller les populations de là-bas, qu'elles se prennent en charge sur le plan nourriture? C'est une bonne transition. Voilà. Alors, mais c'est une bonne transition et je vais peut-être répondre en premier. Bon, il y a eu aussi des interventions qui n'étaient pas forcément des questions. Certaines étaient des questions, d'autres pas. Mais par rapport à... oui, lorsque j'ai porté cette mission parlementaire pour produire ce rapport, ça me paraissait évident qu'il fallait que j'aille. Alors, j'avais pas les moyens en 5-6 mois, puisque j'ai commencé le travail, j'ai eu l'accord du président de la commission des affaires économiques en janvier, et je rendais mon rapport en juillet. Hein. Donc c'était 5 mois pendant lesquels, bien sûr, je ne fais pas que ça. On continue à... Il y a les textes de loi qui sont à l'ordre du jour, etc. Hein, donc, mais je suis allée... je m'étais dit que c'était une évidence qu'il fallait aller au moins dans un département d'outre-mer. Je suis enfin allée dans 2. Parce que les circonstances ont fait qu'au même moment, il y avait la commission de contrôle des prix dans les outre-mer qui avait une mission d'information aussi qui devait se déplacer, et qui donc se déplaçait à La Réunion. Je suis allée à La Réunion et à Mayotte. Alors, 2 départements avec des histoires très très différentes. D'ailleurs, c'était l'intérêt d'aller dans les 2. Donc, dans la même semaine, j'ai fait donc 3 jours ou 4 jours à La Réunion et 3 autres jours, enfin peu importe, voilà, à Mayotte. Donc avec des histoires très très différentes, mais la même chose qui les relie, celle que vous venez de dire, la dépendance. Alors pour certains, la dépendance par rapport à ce continent, pour d'autres, la dépendance par rapport à d'autres continents, mais peu importe, en tous les cas, la dépendance. Et c'est pas qu'ils aient besoin d'être réveillés. Je peux vous dire que j'ai rencontré des gens avec des projets locaux et une volonté locale beaucoup plus forte que celle que je vois ici en Bergeracois pour porter le projet alimentaire territorial. J'ai vu à Mayotte un lycée agricole en plein milieu de l'île où des enfants font 1h15 à 1h30 de marche matin et soir pour aller à l'école, pour apprendre à cultiver la terre. Ces enfants, pour certains, ils ne dorment que 3 heures par nuit parce que
la famille n'a pas suffisamment de place et de couches pour toute la famille. Donc on se relaie dans la famille pour dormir. Et quand ils s'installent agriculteurs, parce que j'ai vu des jeunes agriculteurs installés, la terre, on leur octroie un bout de terre. On ne sait pas à qui est cette terre. Ils cultivent. Souvent, ils préféreraient des productions animales parce que les productions végétales, ils ne savent pas s'ils pourront les récolter. Parce que juste avant qu'elles soient récoltées, il y a un tel problème de surpopulation à Mayotte du fait de la migration. Officiellement, on est 200 000. En vérité, a priori, ce serait 400 000. Et donc, quelquefois, ils ne récolteront jamais parce que c'est quelqu'un d'autre qui va récolter. Soit pour manger, soit pour vendre. Et donc, quand vous achetez dans la rue, parce que dans la rue, il y a partout des gens qui vendent, vous ne savez pas si la personne qui vous vend des légumes, ce sont des légumes ou des fruits qu'il ou elle a cultivés, elle souvent d'ailleurs, si ce sont des légumes qu'il a ou elle a volés sur un champ, ou qu'il a acheté à bas prix au bateau pour revendre. Et tout un marché, voilà. Donc de la volonté, il y en a. De l'organisation, il n'y en a pas. Je parle là de Mayotte. À La Réunion, j'ai vu une organisation des gens qui organisent des choses extraordinaires. Les marchés d'intérêts locaux dont on parle ici, qu'il faudrait mettre en place, etc. Eh bien, finalement, ce sont les petits épiciers qui vivent sur toute l'île de La Réunion qui eux aussi, comme partout, sont un petit peu confrontés au fait qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens continuent à venir chez nous, quoi, que pas juste quand il fait mauvais temps ou quand on n'a pas le temps de descendre à Saint-Denis. Eh bien, ils voyaient bien qu'il y avait des producteurs qui produisaient, qui voulaient fournir pour les écoles, etc., parce qu'ils veulent le faire. Mais comment faire? Mais ils ont dit, nous, on peut être le lieu qui rassemble les produits locaux, y compris pour la restauration collective. Donc j'ai rencontré une association qui s'appelle Coopérative. Souvent ici, les coopératives, elles sont plutôt agricoles. Et là, c'était une coopérative de commerçants qui s'est constituée pour pouvoir organiser la production locale. Mais pour répondre à votre question, et puis surtout le fait de dire les réveiller, ça m'a un peu choquée, je vous dis. Parce que c'est pas qu'il y a besoin de les réveiller. Mais j'ai découvert dans la loi énergétique, que depuis plus de 50 ans, dans notre loi, était inscrit, et ça a un peu bougé, mais très peu, que dans les départements d'outre-mer, on avait le droit de produire son électricité, mais que 30%, pas plus. Parce que comment on fait pour tenir un pays qui est autonome du point de vue énergétique ou de son alimentation? Donc attention, ne renversons pas les rôles. Et moi j'ai découvert ça dans la loi, je ne savais pas. C'est extraordinaire quand même. Non, je crois que, excusez-moi, mais à La Réunion, que nous connaissons très bien, pour y avoir été régulièrement pendant plus de 20 ans, depuis quelques années, si je ne me trompe pas, sur le plan énergétique, maintenant, l'électricité produit son courant avec notamment ses propres ressources et notamment la biomasse issue de la canne à sucre, puisqu'il y a énormément de canne à sucre. Oui, mais il y a encore beaucoup de dépendance. Et La Réunion a une forte histoire, justement, de capacité de... Mais qu'on soit clair, quoi. Les politiques ont fait aussi qu'on a étouffé. Voilà. Donc, c'est pas neutre. Mais les politiques, c'est bien nous qui les avons portés. Ah mais, madame, là-dessus, je dis toujours qu'on a les élus qu'on mérite. Et je le dis avec d'autant plus de... Voilà. Merci pour nous. Madame Benjamiel, Est-ce que le fait que vous soyez une députée femme, est-ce que ça vous a pas nui pour porter votre projet? Sur ce projet-là, non. Pas du tout.
j'ai vu un certain nombre de propositions de loi, dont une qui a été portée par mes collègues, entre autres Isabelle Attard, sur la question du harcèlement sexuel. Cette loi a été, cette proposition qu'elle faisait a été bafouée, je le dis, bafouée, en disant oui, c'est l'actualité avec Beaupin, faut pas machin, enfin bref. Sauf que là, on réagit tout à coup, voilà qu'une ministre se réveille. Bon, très bien, tant mieux. Mais bizarrement, elle se réveille aussi parce qu'il y a eu une actualité qui a fait que, bon, très bien. Donc on le prend en compte aujourd'hui. Mais par exemple, Isabelle Attard, par exemple, et entre autres, qui ont porté ce texte, ont été bafouées, oui, parce qu'elles étaient des femmes, et puis que, non, ce n'était pas le sujet. Je crains qu'il y avait peut-être un certain nombre de députés qui n'avaient pas trop envie. Donc là, en ce qui me concerne, non. Je pense que j'ai été surtout, d'ailleurs, à l'Assemblée, enfin voilà, quoi, je me suis battue pour la faire voter. Elle a été votée bien au-delà de mes espérances, puisque un vote à l'unanimité, je peux vous dire que des textes à l'unanimité, il y en a eu très peu. Il y a eu celui qui était porté par mon collègue Garot pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, donc encore un sujet, d'ailleurs ça se rejoint, sachant qu'il a fallu qu'il sabre beaucoup son texte par rapport à ce qu'il portait à l'origine. Mais enfin, voilà, il a été voté à l'unanimité. Et puis une qui a été votée à l'unanimité, mais quasiment un mois avant les élections, c'était celui pour la revalorisation des retraites agricoles pour les porter à 80% du SMIC. Je crains que si André Chassaigne, donc du groupe communiste, l'avait porté 3 ans avant, elle n'aurait pas été votée. Donc voilà, donc là on est bien dans les jeux politiciens. Non, je n'ai pas du tout senti de réticence par rapport au fait que j'étais une femme. Non. Là-dessus, et j'ai plutôt eu la chance de pouvoir bien travailler, y compris ce groupe, quand je vous dis cette mission parlementaire, un groupe de 8 parlementaires, dont le président de la mission, c'était Togourdeau, donc un député républicain. C'est toujours comme ça à l'Assemblée. Il y a le ou la rapporteur, c'est la personne qui veut porter l'affaire, et le président ou la présidente est toujours du parti opposé. Mais des fois, c'est très très dur entre eux. Il a suivi pratiquement toutes les réunions, ce qui n'est pas toujours le cas, je peux vous le dire. Il a suivi pratiquement toutes les réunions. Il n'était pas un passionné de l'affaire, mais il ne m'a pas mis les bâtons dans les roues. Donc non, j'ai pas... Voilà. Quel avenir a votre projet aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, moi je vois les assises de l'alimentation qui sont conduites par le gouvernement. Assises, comme vous l'avez dit, les députés font des réunions publiques de la façon qui leur paraît, enfin voilà, comme ils le souhaitent. Je pense qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus ouvert que d'autres. Bon, je vois un petit peu tout ce qui a été exprimé et en tous les cas, à nouveau, le président de la République, dans son discours d'il y a 10 jours, par rapport à ces assises, donc à la première partie des assises et l'ouverture de la deuxième partie, a réaffirmé la volonté de mettre 50% de produits, donc lui là, 50% de produits bio ou locaux ou bio. Voilà, donc là on n'est plus tout à fait dans la même, voilà, il n'y a pas d'orientation, mais quand on lit ce discours, on peut se dire qu'il y a au moins une prise de conscience dans le discours. J'attends de voir ce qui va se passer. Moi, ce que je vois, c'est l'engouement aujourd'hui, les demandes que j'ai d'intervention, et qu'on soit clair, moi j'ai voulu limiter ces interventions au moins à l'extérieur du département, à une par mois par rapport à la demande. Je n'ai pas envie de courir le pays, voilà, moi j'ai pas de vocation, voilà, quoi. Donc, mais je vois un engouement, mais sauf que
par rapport à l'égalité de tous et par rapport au fait que ce soit un fil conducteur d'un projet de société, j'ai un peu des inquiétudes quand même. Parce que c'est quand même difficile de porter un projet politique très productiviste, de parler toujours de ceux qui ont réussi par rapport aux autres. Moi, dans ce projet de loi, en tous les cas, l'ambition était le fait que les territoires en fassent un vrai projet porteur de territoire et de dynamique de territoire. Et par rapport à la question que vous posiez, par rapport à la question de la santé, mais aussi de l'emploi, qu'on soit très clair aujourd'hui, cultiver des légumes au niveau local pour un approvisionnement local, ça demande déjà une organisation de cet approvisionnement local. Alors on peut faire comme ils le font à La Réunion, où ils se sont dit mais finalement on a là une organisation qui peut se compléter, mais c'est déjà une dynamique intéressante, parce que faire travailler ensemble des petits commerçants avec des producteurs, voire avec des artisans qui vont être des transformateurs entre, c'est déjà une sacrée organisation à remettre en place. Et donc un projet de territoire qui, du point de vue social et sociétal, a du sens. Le lien entre les producteurs et les consommateurs, le lien entre le monde rural et le monde urbain, le lien entre les générations. Parce que qui va apprendre à cuisiner à des enfants si ce sont des personnes qui savent? Et malheureusement, souvent, les personnes qui savent, ce sont des personnes de ma génération, voire plus âgées, parce que souvent, on a passé il y a malheureusement des générations plus jeunes où on a oublié d'apprendre, de leur apprendre à cuisiner. Et quand on parlait tout à l'heure du temps, vous parliez, madame, vous évoquiez la question du temps. Aller avec ses enfants au marché, mais rien qu'au marché, et leur apprendre à reconnaître des légumes, ou aller chez un producteur, encore mieux, et puis qu'on voit comment, et voire leur faire un peu de jardin, que ce soit à l'école. Il y a des serres pédagogiques ici sur le pays Grand Bergeracois. Que ce soit à Creil, il y en a une en construction à Prégorieux, il y a plusieurs endroits où il y a... Bon, cuisiner avec ses enfants. Juste, voilà, on fait quelque chose ensemble et on va le manger ensemble. Ben voilà, les savoir-faire ne se perdent pas, et puis on a fait quelque chose ensemble. Je crois que ça relève aussi de l'éducation, de prendre soin de soi, prendre soin des autres, savoir d'où viennent les produits qu'on mange. C'est tout. Il n'y a pas qu'à l'école qu'on apprend. Qu'en est-il de la ferme des Nevoux à Prégorieux. En terre de liens. Oui, alors... de quoi s'agit-il? Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Alors, voilà, la ferme des Nevoux, c'est une ferme qui fait 11-12 hectares à peu près, 13 peut-être, enfin peu importe, autour de 12 hectares, qui est sur Prégorieux, qui avait été mise à disposition de l'association ASPAT, qui faisait du travail de réinsertion par la production. Bon, cette association a eu des difficultés financières qui ont fait qu'elle n'a pas pu poursuivre cette activité, et je dirais même, je crois aujourd'hui, arrêter son activité. Mais une partie des terres déjà a été mise à disposition de questions de culture, donc que vous avez évoqué tout à l'heure, qui fait des paniers, pareil, qui fait de la réinsertion par le travail, donc entre autres par la culture maraîchère, mais essentiellement par la transformation. Parce que, question de culture, ils disent bien, on voudrait ne pas
Enfin, on n'a pas vocation, par exemple, à s'agrandir, à avoir trop de terres, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est être complémentaire par rapport à des producteurs et permettre à des producteurs de bien s'organiser. Il y a une légumerie pour pouvoir transformer, etc. Et donc, cette ferme se retrouvant sans repreneur, il y a eu effectivement, et puis là, très clairement, sous l'influence de toutes les réunions que j'ai pu faire sur cette question de la relocalisation, et j'avais été informée effectivement de cette ferme disponible, l'idée que cette ferme pouvait devenir un lieu test pour des agriculteurs qui veulent se former au métier de maraîcher, donc des personnes qui deviennent agriculteurs, pour certains qui ne connaissent pas le métier, qui ont des fois de très hauts niveaux de formation, ou qui ont un autre vécu et qui veulent devenir agriculteurs, mais qui peut-être quelquefois se font l'idée d'un métier, il faut apprendre, et se lancer dans le métier agricole, quelle que soit la production, ça s'apprend. Ça peut s'apprendre à ses dépens, c'est-à-dire que je m'installe, je vais essayer et puis on verra, mais sauf qu'on verra est très douloureux dans ces cas-là, parce qu'on verra si on a investi, si on a fait appel à l'emprunt, si on se retrouve en cessation d'activité, ça peut être un vrai échec. Alors que passer par les espaces tests, c'est donc l'idée de l'espace test, c'est la ferme relais en quelque part. C'est un lieu où on peut s'apprendre, s'essayer au métier, faire comme si j'étais agriculteur, donc je mets en place les cultures, etc. Mais je suis en formation, donc accompagné par quelqu'un, et ça permet quelqu'un qui est souvent un agriculteur qui est à côté. Ce qui permet que si au bout de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, je me rends compte que c'était pas le métier tel que je l'avais pensé, ou oui, ça me plaît, mais je n'y arrive pas pour des raisons X, soit la santé, soit parce qu'il faut être quand même physiquement... Enfin, moi, je peux attester que c'est un métier dur, l'agriculture. Donc, ou que ça me plaît, mais j'y arrive pas, ou j'arrive pas à me dégager un revenu, de pouvoir dire, j'ai essayé, mais ça marche pas. Donc, voilà ce que c'est un espace test. Donc, l'idée à Prigorieux, entre autres, c'était d'avoir un espace sur ces 12 hectares, un espace où il y a un agriculteur installé, acheter... Alors, l'idée était bien que ce soit Terre de Liens qui achète les terres pour y mettre en place un lieu test, installer un agriculteur et peut-être et l'idée de garder le lien avec question de culture qui est à côté, qui ont des savoir-faire aussi en matière de formation, etc. Et donc où il y a une légumerie, etc. Et donc mettre des synergies ensemble. L'idée au départ c'était ça, et donc portée par l'association Paysans Graines qui met en place les espaces tests, et donc avec un projet d'achat Terre de Liens. Il se trouve que la communauté de communes a fait le choix d'acheter les terres, en disant qu'ils considéraient qu'il valait mieux que ce soit eux qui achètent les terres, tout en pensant qu'ils allaient en réserver une partie après pour Terre de Liens. Donc tout ça est en train, ça va se signer là. Il y a une délibération du conseil communautaire qui dit clairement qu'il y a bien une partie réservée à un espace test, une partie pour l'installation d'un agriculteur ou d'une agricultrice, et une partie pour question de culture. Donc ça, c'est dans le délibéré de la communauté de communes. À ma connaissance, ce n'est pas encore signé, ça devrait se faire dans les jours qui viennent, et à partir du moment où ce sera signé, ce que je peux vous dire, c'est que question de culture, eux, ils sont sur les terres, là. Le contrat avec la SAFER s'arrête au mois de novembre, et ils ont ensemencé. Donc eux, ils sont... question de culture, l'association, ils seront les premiers à aller voir la CAP pour dire, bon, mais maintenant, il faut qu'on signe le contrat de fermage ensemble et que les choses se mettent en place. Donc, voilà, c'est en cours. Je peux en parler puisque hier soir même, j'ai rencontré le président de Question de Culture
parce que j'ai bien l'intention de poursuivre ce travail ici au niveau local et d'accompagner cette dynamique à mon petit niveau, sachant que je ne suis pas élue et que donc, mais je pense le faire à travers, en adhérant tout simplement à Question de Culture, et parce que c'est une association effectivement qui a porté cette affaire-là depuis longtemps et où je sens une certaine dynamique et une envie de faire, tout simplement. Donc moi je vais vers ceux qui ont envie de faire et j'essaie de... Voilà. Alors justement, là, vous avez évoqué, pour la poursuite de votre projet, pour parler dans la suite, vous avez évoqué le Pays de Bergerac, le comité de pilotage, donc vous avez dit que c'était réservé, mais bon, vous répondez pas, mais quelle est l'implication des élus locaux, à votre avis, dans ce comité de pilotage? Est-ce qu'il existe ou pas? Mais au-delà de ça aussi, il y avait des comités locaux de l'alimentation qui étaient prévus. Est-ce que cette dynamique, elle vous semble viable ou où on en est là? Elle est viable, mais effectivement, ce qui manque, effectivement, je pense, c'est encore le fait... Je ne suis pas sûre que les élus locaux aient complètement mesuré la dimension de dynamique de territoire que ça peut porter. Ça, bon, alors il se peut que, y compris moi, j'ai pas réussi à le communiquer suffisamment. Parce que pendant longtemps, et ça je crois qu'il faut bien intégrer ça, pendant longtemps, depuis au moins 50 ans, l'agriculture, c'était celle qui déménageait. L'agriculture, c'est toujours moins... On a laissé penser dans les têtes que pour que ce soit viable, il fallait toujours s'agrandir et qu'il y ait de moins en moins d'agriculteurs, de moins en moins d'installations, et qu'il fallait des grosses machines, des grosses coopératives. Et ça, c'est rentré, finalement, qu'on le veuille ou non, dans l'inconscient collectif, y compris celui de nos élus, qui sont ni plus ni moins des êtres humains. Je veux dire, bon, voilà. Et donc, cet inconscient collectif, aujourd'hui, il faut réussir, et c'est un travail de longue haleine. Il faut réussir à dire, mais non, l'agriculture, ça peut être aussi des installations. Et moi, quand je témoigne, quand je suis allée à Lille, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai visité un magasin de producteurs à Lille. Enfin, à côté de Lille, hein, c'était une 20aine de kilomètres de Lille, et bon... Je m'excuse auprès d'eux, j'ai oublié le nom de la ville. C'est pas bien. Mais on peut encore le retrouver sur mon blog, qui est toujours ouvert, puisque en même temps, il y avait la rédaction du rapport, le travail du rapport, mais je m'étais fait aider par un jeune qui était en stage, donc il n'était pas à Sciences Po, je ne sais plus à quel... Enfin, pour que chaque audition que je faisais, pratiquement le lendemain ou le surlendemain, sur mon blog, on pouvait tout trouver. Donc sur les déplacements, sur les auditions, tout. Enfin, je lui demandais évidemment, il ne fallait pas faire un livre. Le plus gros travail pour lui, c'était de dire en 4 lignes pourquoi cette audition et qu'est-ce qui était ressorti. Voilà. Donc on peut retrouver tout ça. Mais un exemple extraordinaire. Ils étaient 13 producteurs à ouvrir ce magasin de producteurs. Donc, les uns du poulet, les autres du porc, les autres des légumes, d'autres, enfin bref, voilà, des céréales. Pour monter ce projet, ils ont mis plusieurs années. Pour convaincre des élus à leur trouver un terrain à périphérie de la ville et puis à les aider financièrement à monter ce magasin, ça a pris encore des années. Mais ils l'ont fait. Et quand ils ont ouvert cette boutique de producteurs, ils ont créé, finalement, 13 emplois. Parce qu'il y a eu 2 bouchers, 2 charcutiers. Parce que la viande, c'est bien beau, produire, mais après, il faut la découper, il faut la transformer dans le magasin. Donc, pourquoi 2 bouchers? Eh bien, tout simplement parce que salarier les 35 heures, mais si vous voulez avoir une plage d'ouverture suffisamment importante, il en faut 2. 2 charcutiers ou 3, je ne sais plus. Il y avait un boulanger, puis les personnes qui vendaient, et les producteurs qui, à tour de rôle, venaient aussi donner un coup de main. Il faut approvisionner, il faut... Enfin, voilà. Eh bien, au bout d'un an, tous
sur leur exploitation avaient au moins créé un poste de travail de plus. Donc ils ont commencé à 13. Au bout d'un an, ils avaient multiplié. C'était multiplié au moins par 3 parce qu'ils étaient un peu plus de... Enfin, voilà. Voilà. Donc l'agriculture, ça peut créer de l'emploi. Et le niveau social, là, on le retrouve. La question du coût, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué le prix, le coût, le pouvoir d'achat, etc. Là aussi. Mais c'est vrai dans la restauration collective comme dans la restauration individuelle, privée. Acheter des carottes râpées. Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui achètent des carottes râpées. C'est 12 fois plus cher que d'acheter 1 kilo de carottes. Et oui, et bien tout ça on parle du niveau social, de 2 choses l'une, où on confie la restauration, la cuisine à un industriel qui fournit de la carotte râpée et la personne qui travaille dans la cantine, elle est là juste pour ouvrir des boîtes ou défilmer des trucs, ce qui n'est pas très passionnant. Ou elle est là pour cuisiner. Donc soit l'argent, on le met à l'industriel qu'on ne connaît pas, qui est peut-être à l'autre bout de la planète, pour payer 12 fois plus cher le kilo de carottes, ou on le met pour salarier quelqu'un et qui travaille ici. C'est de l'emploi local. Et donc dès lors qu'on définit une politique d'un minimum de relocalisation alimentaire, ça n'est plus délocalisable, puisque ça devient le projet politique. Voilà. C'était pas tout à fait la même. Il y a 9 millions de pauvres en France, oui. Plus. Comment on peut, ces gens-là, et d'autres, les mobiliser, etc. S'il n'y a pas l'aspect social et amélioration, etc. Parce que sur le reste, je suis d'accord. Oui, vous parliez sur Oui, je me rappelle maintenant. Effectivement, vous faisiez le parallèle entre les enjeux fondamentaux qui font appel à du long terme, et ça, c'est le rôle du politique, malheureusement, qui est plus inquiet sur le court terme de sa réélection que sur le long terme. Et le fait qu'un certain nombre de citoyens, en particulier ceux qui souffrent, quels qu'ils soient, soit de pauvreté, soit de maladie, etc., qui sont plus sur le court terme. Et c'est vrai que, y compris, oui, quand je parle de personnes qui souffrent, une personne qui est malade, la remise en question de son alimentation ne vient pas en premier. En premier, c'est le médicament que je vais prendre. Mais sauf que c'est un tout. Et je crois qu'on peut, mais là aussi, et là, oui, chaque citoyen, quand on va au Resto du Cœur, et que se mettent en place, je le sais aujourd'hui, des formations pour cuisiner, c'est pas la première chose que vient chercher une personne qui vient au Resto du Cœur. Elle va peut-être venir 1 fois, 2 fois, peut-être même 10 fois, pour juste chercher des aliments, et puis surtout des choses qui ne sont pas cuisinées parce que je sais pas, parce que j'ai plus envie, parce que je sais pas quoi. Pour certains, parce qu'ils n'ont plus de cuisine aussi. Celui qui est dans la rue, bon. Mais parlons de celui qui aurait encore la possibilité de faire, mais qui ne sait pas faire ou qui a pas envie. Mais le simple fait qu'il y ait ces formations, ces journées ensemble pour apprendre à faire une soupe, pour apprendre des choses qui peuvent paraître basiques à certains d'entre nous, mais qui ne sont pas, y compris d'ailleurs pour des personnes. Moi, j'ai été surprise de voir une fois une dame qui était chez moi, une amie qui était chez moi, et pour plusieurs jours, elle me dit « Alors, qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui, Brigitte, pour manger ?» Alors, je lui dis « Je fais des courgettes farcies, c'était l'été. » Elle me dit « Je vais regarder comment tu fais parce que je ne sais pas faire. » Et c'est un truc, je me suis dit, mais elle a mon âge, hein, enfin bon. Ben oui, mais elle n'avait pas appris. Elle n'avait pas appris à cuisiner. Son histoire avait fait, elle avait vécu beaucoup dans les institutions. Elle n'avait pas appris à cuisiner. Et moi, c'est vrai que la courgette farcie, c'est un truc que j'ai l'impression que... je le fais les yeux fermés. Des fois, elles sont trop salées, pas assez, machin. Enfin bon, voilà quoi. Mais voilà. Donc, vous comprenez. Et donc, oui, il y a du travail à faire qui certes est plus long. Mais ça, c'est comme le travail de la réinsertion. C'est comme
comment fait-on après pour mobiliser des gens? Ça, c'est beaucoup de volonté, c'est des petits pas. Je pense au niveau. Oui. Ça me fait écho avec les cantines scolaires locales. Là aussi, c'est du courage entre le maire du village, son équipe municipale, parce que les boîtes de conserve, elles se voient à l'œil nu, les commandes, etc. Bien vouloir aller manger, vraiment, parce que des fois, quand le problème se soulève avec les associations de parents d'élèves, enfin, qu'il y a une question à débattre, qu'est-ce que c'est vite étouffé pour pas faire de mal à la cantinière et à, je sais pas, exemple de choses, ça c'est du vécu. Et on se rend compte que c'est du courage local, que des petites remises en question où la personne ne veut pas aller en formation parce que ça fait longtemps. Et je veux dire, c'est vraiment du courage que de vouloir bien regarder des choses comme ça. Enfin, c'est basique, mais des petites remises en question. Et je me dis, c'est vraiment là la concordance entre le politique, la vie locale, les enfants, parce que ça passe beaucoup par les enfants, les familles. Et là, il y a un peu une omerta, enfin, c'est fort ce que je dis, mais vite, non, ça y est, elle cuisine bien, allez, on va voir et puis on va convenir. Alors que vraiment, il y avait vraiment de visu, qu'elle utilisait énormément de boîtes, qu'il n'y avait pas de cuisine, que voilà. Et c'est pas les enfants qui vont dire quelque chose. Et c'est difficile. Enfin, on sent que c'est quelque chose, des ancrages qui sont difficiles à soulever. C'est pas impossible, mais il faut du courage de certaines personnes. Toute remise en cause. Enfin, écoutez, aujourd'hui, par exemple, on parle de la question du glyphosate. Moi, dans ma vie de paysanne, qui n'était pas en bio, j'en ai utilisé beaucoup. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de travaux de recherche qui n'existaient pas il y a 20 ans de ça, qui commençaient à exister il y a 10 ans, qui aujourd'hui sortent de plus en plus, voilà, qui nous mettent devant une réalité. Je ne vais pas me cacher du fait que j'en ai utilisé. C'est la réalité. Sur mon exploitation, on en utilise encore. Je ne suis plus agricultrice, mon frère vient de s'installer, il est en reconversion sur les céréales. Donc sur les céréales, il n'y a plus de produits phyto. L'exploitation, elle est comme ça. Il y a 20 hectares de vignes, il y a 40 ans céréales. Et je dirais de manière sage, il a dit, bon, la reconversion en bio, je la fais maintenant sur les céréales. Et puis, dans 3 ans, dans 4 ans, quand je me sentirai en capacité je le ferai sur les vignes. Mais il a déjà eu une exploitation en vigne, il sait que ce n'est pas facile. Il a une famille à faire vivre. Et je sais ce que c'est l'agriculture. Et je sais ce que c'est nourrir une famille avec une exploitation agricole. Dans mon histoire, oui, il y en avait 2 à nourrir. Bon, mais... Donc ça, je peux le comprendre. Oui, ça met du temps. Et il faut de l'accompagnement. Et quand on parlait tout à l'heure de ce courage dont vous parlez, mais par exemple au PGB, je me demande, je vais peut-être proposer Pays Grand Bergeracois, donc porteur du projet alimentaire territorial aujourd'hui dans la dynamique. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est pouvoir valoriser, mais par exemple, les serres pédagogiques, amener des élus, des parents d'élèves ensemble, arriver à faire 1, 2, 3 visites de serres pédagogiques pour expliquer pourquoi on a fait ça, comment on s'en sert, qu'est-ce qui reste à faire, quelles sont les difficultés. Rien ne se cachait, mais parce que c'est peut-être pas tout merveilleux. Mais voilà. Et là où, par exemple, les papillons blancs, à l'IME, aujourd'hui on a 50% de produits bio dans l'alimentation. Ça a été la volonté d'un cuisinier au départ, qui a été suivi par le chef de centre, et aujourd'hui, bon... Il leur reste quelques... par exemple, la question de la gestion des déchets, ils n'arrivent pas trop à... Bon, c'est intéressant d'amener du monde là-bas, de valoriser ce travail qui a été fait. On ne valorise pas assez, je pense, les démarches. Parce qu'effectivement, on n'est jamais parfait dans sa démarche. Elle est difficile. On n'y arrive pas toujours comme on voudrait. Et on continue à ouvrir des boîtes et du coup, on en arrive presque à se culpabiliser. Alors que juste avant, on faisait que des boîtes. Donc,
Et je pense que voilà, il faut valoriser le plus possible, mais ça prend du temps. High fidelity. That's great. Sex. That sensitive. Fantastic. Perfect life.